Bonjour à tous, hello tout le monde. Je suis hyper contente d'être avec vous. Je suis avec Lucas aujourd'hui pour ce webinaire. Et alors, première chose qu'on va faire, c'est on va vous demander si vous nous entendez et vous nous voyez bien. Normalement, vous avez un onglet chat. Ah, super. Merci Lucille. Donc, yes, tu nous vois, tu nous entends, Denise. Parfait. Super. Génial. Alors, du coup, on est plein, enfin, vous allez être plein à être connectés là pendant ce webinaire. Donc, je vous propose que vous écriviez dans le chat pour nous faire vos commentaires tout au long au fil de l'eau. Vous nous dites si vous avez des questions, si jamais au moment il y a un problème technique, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il faut qu'on revienne sur quelque chose. Moi, mon rôle, là, et après je vais me présenter, je vais présenter Lucas et tout, ça va être de regarder ce qui se passe dans le chat, de reprendre vos questions et de les poser à Lucas. Comme ça, lui, il est vraiment concentré sur ce qu'il raconte. Et moi, j'essaye de les prendre. Et il y aura un temps de toute façon à la fin de questions-réponses. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous écrivez dans le chat. Et je vais lancer la présentation. Voilà. Donc ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Denise, oui, je crois que Lucas l'a plusieurs fois lu dans sa vie. Lucas, une réponse par rapport à ça ou pas? Je l'ai déjà vu, ouais. Ouais, voilà, ok. Mais donc, vous pouvez faire des captures d'écran. C'est pas Justin, mais c'est Lucas. Donc, aujourd'hui, on va parler d'IA et de product management sur le point de la discovery. Donc, nous sommes actuellement dans un Maestrix. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de nous suivre. Les Maestrix, c'est les webinaires qu'on organise chez Maestro. Donc, Maestro, c'est l'école du product management. Et avant d'attaquer sur ce que c'est Maestro et qui je suis moi, je vais vous demander qui vous êtes vous. Donc, si vous pouvez écrire dans le chat rapidement qui vous êtes. Qui vous êtes, ça veut dire quoi? Globalement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous êtes PM? Est-ce que vous êtes en train de vous former pour être PM? Si vous êtes PM, sur quel type de produit? Depuis combien de temps? Voilà, un petit mot. Et d'où vous venez? C'est intéressant. Donc, vous pouvez écrire ça dans le chat. Également, peut-être une note de 0 à 5 sur comment vous vous y connaissez en product management et IA. 0, je ne m'y connais pas du tout, je ne sais pas ce que c'est l'IA. Et 5, c'est en fait, je suis trop chaud et j'ai déjà lancé un produit IA là, cette année. Voilà, comme ça permet aussi à Lucas de savoir un peu à qui il parle, quoi. Et je vais vous lancer un autre sondage. Hop, voilà, pour savoir si vous êtes intéressé par vous former. Comme ça, on pourra vous envoyer la brochure de notre formation dont je vais vous parler. Donc, moi, je suis Marine. Je suis responsable de l'ensemble des écoles du groupe Maria Schools. Donc, les écoles, on a Maestro, donc, qui est l'école du product management. On a Lion, qui est l'école de l'IA. Et Indigo, qui est l'école de la RSE. Moi, je vais vous parler particulièrement aujourd'hui du nouveau programme qu'on lance chez Maestro, donc l'école du product management. On lance un programme qui s'appelle Product for IA, nom super original, qui est assez clair finalement. Donc, c'est un programme en 3 jours. C'est pour des gens qui sont déjà PM. C'est 3 jours en présentiel dans nos locaux. Premier jour, c'est comment, en tant que PM, tu intègres l'IA dans ton métier. Donc, tu reprends toutes les tâches hyper importantes de la vie d'un PM, donc discovery, delivery, go-to-market, etc. Et tu vois comment, avec l'IA, tu peux être plus productif, plus efficace. Jour 2, c'est maîtriser les bases de la data pour copiloter un produit d'IA. Donc, on le sait que faire de l'IA, c'est maîtriser quand même certaines clés de data. Et donc, du coup, on passe la journée vraiment à creuser ces problématiques-là. Et le 3e jour, la journée est répartie en 2. Le matin, c'est en tant que PM, en fait, on a la conviction très forte chez Maestro qu'il faut comprendre le cadre et l'éthique de l'IA pour pouvoir mener à bien des projets et être vraiment le chef d'orchestre dans une boîte. Et donc, du coup, on a une demi-journée qui est sur développer son esprit critique sur l'intelligence artificielle. Et l'après-midi, c'est travailler sur son projet et faire une démo devant un jury d'experts pour vraiment mettre en pratique tout ce que vous avez vu pendant les 2 jours et demi juste avant. Voilà, donc ça, c'est le programme. Évidemment, si vous dites que vous êtes intéressé par vous former, donc dans le petit sondage que j'ai mis et que je remettrai à la fin, on vous enverra la brochure. Donc, vous aurez le détail, parce que là, je vous le dis rapidement, mais vous aurez le détail du programme.
Ce que je peux vous dire pardon Lucas? Non, c'est bon? Bon, je continue. Bon. Ce que je vous dis d'autre, c'est donc les intervenants lors des 3 jours, c'est que des personnes du terrain qui sont elles-mêmes PM. Et maintenant, je laisse la parole à Lucas qui va se présenter. Et du coup, Lucas, ce que je fais, c'est que je termine la présentation. Comme ça, je te laisse te présenter et partager ton écran. Ouais, voilà, parfait. Yes. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Lucas, je suis Head of Product chez Théodo et ça fait à peu près 6 ans que je fais du produit maintenant. Théodo, pour rapidement vous présenter, c'est une agence de conseil dans la tech. Donc on fait à la fois des missions très orientées conseil, cadrage produit, mais notre ADN, c'est de développer des applications pour des clients. Donc des applications de tout type, des applications web, mobile, des data platforms, des infrastructures sur le cloud. Et donc, on travaille pour tout type de clients aussi. On est assez généraliste. On a quelques branches qui sont spécialisées sur des secteurs comme par exemple la santé. Mais sinon, moi, je suis plutôt dans la partie assez généraliste et vous allez le voir, c'est important pour la suite. Mais voilà, on est surtout donc une boîte centrée sur la tech et sur le produit. Voilà. Et donc, du coup, pour la petite histoire, j'ai bossé, parce que je suis passée chez Théodo et j'ai bossé avec Lucas il y a quelques années. On était tous les deux sur un gros compte qu'est la BNP. Et depuis, Lucas s'est spécialisé en produit et moi, je suis partie, du coup, monter des écoles. Voilà. C'est fait. Donc, les chemins se recroisent ouais, exactement. plusieurs années après. Et pour la petite histoire, je suis aussi intervenu sur des promos de formation, d'autres sujets. Mais voilà, pareil, les points de contact sont multiples. Donc, pour vous planter un peu le décor, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est très centrée sur une partie des compétences et de ce que fait un PM au quotidien. Donc, le contexte Théodo, c'est que en tant qu'agence de conseil, on est très souvent en permanence en fait amené à travailler sur des nouveaux contextes clients qui sont plus ou moins complexes et dont on connaît plus ou moins les tenants et les aboutissants. Mais un enjeu au cœur de notre métier, c'est de monter rapidement du coup sur ces nouveaux métiers, ces nouveaux secteurs. Finalement, le parallèle avec le job de PM, il est immédiat parce que un PM, même s'il travaille sur un même produit, bon, déjà il doit monter en compétence sur un métier qui n'est pas forcément le sien initialement. Ça peut être des produits dans l'assurance, des produits assez techniques dans la finance par exemple, sur la gestion de trésorerie, sur la gestion comptable, etc. Il faut toujours se mettre à jour sur ces pratiques-là. Donc en fait, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez le rencontrer quoi qu'il arrive dans votre métier. Ici, on s'intéresse plus particulièrement, ce dont je vais vous parler, après on pourra étendre aussi à d'autres pratiques, les discussions, on s'intéresse à précisément comment est-ce qu'on monte en compétence sur ces nouveaux métiers et sur le fait de faire des études de marché pour un lancement de produits, mais on pourra faire le parallèle aussi avec un lancement de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est une sorte de benchmark assez orienté business, mais aussi un benchmark, disons, fonctionnel. En fait, là, ce que tu es en train de dire, du coup, c'est intéressant parce que là, j'ai vu dans le chat qu'il y a pas mal de gens qui sont PM pour des entreprises. Donc, par exemple, je vois Laetitia, senior PM chez Alma Pay. Tu connais très bien ta boîte, donc on peut se dire qu'a priori, tu n'as pas un coût d'entrée à chaque nouveau projet parce que tu connais ton marché. En revanche, pour une fonctionnalité, tu peux vouloir tester des nouvelles choses et comprendre ce qui existe parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et en l'occurrence, pour Lucas, vu qu'il va avoir des nouveaux clients, il y a vraiment un nouvel écosystème, un nouvel univers à comprendre. Et c'est vrai que ça, c'est un coût d'entrée qui est hyper important. Et du coup, moi, je me souviens quand j'étais chez Théodo, on n'avait pas très envie de bouger les gens de projet parce que du coup, ce coût d'entrée-là coûtait très cher, finalement. De recomprendre c'est quoi l'univers concurrentiel, c'est quoi les besoins de ce secteur, les problématiques, etc. Tout à fait. Et donc, une manière d'adresser ça, c'est de se spécialiser, évidemment, comme le dit Marine. Et donc, nous, on a fait ce choix de se spécialiser sur quelques secteurs clés pour nous, comme la santé, dont je vous parlais tout à l'heure, ou le e-commerce. Mais on garde aussi toute une partie de nos équipes
qui sont assez généralistes et qui vont avoir besoin de cette capacité de monter très rapidement sur un nouveau sujet. Je pense que quand vous êtes PM dans une boîte qui a son produit, une problématique clé que vous pouvez rencontrer, c'est on veut lancer effectivement un nouveau pan du produit sur lequel une partie du marché sur lequel on n'est pas encore. Bon, bah, comment est-ce que j'analyse ce qui existe déjà et comment se positionner? Donc aujourd'hui, moi, je vous parlerai d'une étude de marché qu'on a fait pour un client dont le métier est de faire de l'assurance face aux catastrophes climatiques. C'est juste pour vous situer, ce que je vais raconter sera évidemment adaptable à tous les types de problématiques. Oui, mais du coup, on peut se dire qu'a priori, il y a quand même une technicité, quoi. Tu sais Voilà. pas, il Un faut un exemple peu dans lequel, comprendre de quoi tu effectivement, parles. on s'improvise pas sur ce métier-là. Il y a un vrai enjeu, il y a un certain lexique, des pratiques qui existent, une technicité dans le métier et des acteurs qui existent aussi, qu'il est impératif de bien connaître. Donc historiquement, effectivement, comment on fait ça? Bah, on prend du temps, des équipes qui sont sur ces projets-là chez nos clients, mais c'est du temps au début qui a un certain coût d'entrée et qui ne passe pas directement sur du fond. Donc en fonction des métiers, ça peut prendre effectivement plus ou moins de temps en fonction de la complexité. Et puis aussi, on peut s'appuyer sur des équipes, des experts métiers, soit côté client, qui vont nous raconter leur métier et nous parler de ces enjeux-là, soit des experts qu'on a, nous, en interne, parce qu'on a déjà développé un petit peu cette expertise-là. Ça, bah, c'est un certain coût aussi, soit directement un coût financier parce qu'on prend un intervenant, soit un coût en temps, pour s'embarquer dans ces nouvelles problématiques-là. Donc la question, c'est évidemment comment on peut utiliser, ChatGPT là en l'occurrence, mais tous les types d'outils de GenAI pour nous aider sur cette phase. Donc là, spécifiquement sur cette étude de marché, il y a déjà un premier enjeu qui est de comprendre dans quel environnement on se situe, à la fois d'un point de vue de comprendre la technicité du métier, comprendre les acteurs principaux du marché, comprendre leurs forces, comprendre leurs faiblesses, quelles sont les tendances qui se dessinent. Et là, pour le coup, ChatGPT a un outil qui a énormément de valeur pour cette phase, je dirais, de divergence et pour ouvrir en fait le champ des possibles, comprendre le contexte. Donc là, en fait, ce qui va être important pour démarrer la discussion, c'est de bien positionner notre prompt pour directement avoir des réponses qui sont utilisables. Donc la première chose, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce format de prompt, mais c'est déjà une bonne pratique que vous pouvez utiliser. C'est le fait de le structurer avec ces 5 parties. Donc le rôle, c'est déjà de positionner ChatGPT dans le rôle que vous voulez lui faire prendre. Donc là, en l'occurrence, vous êtes un product manager expérimenté, qui connaît parfaitement bien justement toutes les pratiques de product management et qui du coup, vous le positionnez comme un expert de son métier. Ensuite, le background, c'est là où vous allez donner du contexte. Donc là, en l'occurrence, le contexte, j'ai anonymisé un certain nombre de choses dans les screenshots, donc je vous le dis aussi à l'oral, mais le contexte, ça va être du coup de le positionner comme un expert dans le milieu de l'assurance, face au changement climatique. Et donc tout de suite, il va prendre cette posture un peu différente. Ça apporte légèrement de précision dans les résultats, donc c'est quand même important de le mentionner. Et surtout le contexte de on veut faire une étude de marché pour le lancement d'un nouveau produit sur tel pan du marché qu'on n'attaque pas encore aujourd'hui. Ensuite, on va vouloir lui préciser quels sont les outputs qu'on attend. Et donc là, on peut lister tout un ensemble de livrables. Donc là, c'est sous forme de tirets. En fait, on va s'attendre à... on va structurer sa réponse. Voilà toutes les catégories, toutes les thématiques sur lesquelles on attend un retour. Et ensuite, on peut glisser ce qu'on appelle des techniques. Donc là, en l'occurrence, on peut lui dire, par exemple, d'utiliser une certaine méthodologie d'études de marché que nous, on connaît, qu'on a éprouvé et qui nous plaît. Ou alors, justement, de laisser libre champ à ChatGPT pour utiliser la méthodologie d'études de marché qui trouve la meilleure, la mieux adaptée dans notre contexte. La dernière partie, includes, là, c'est vraiment pour détailler la structure de la réponse qu'on attend.
Et donc, ça peut être de détailler. Là, on ne l'a pas fait, par exemple, dans l'exemple du prompt. Ça pourrait être de détailler, je l'attends sous forme d'un tableau avec X colonnes, X lignes, dans lesquelles je vais retrouver telle catégorie, etc., etc. Donc là, l'enjeu, sur cette première étape, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je lance mon exploration. Et en fait, je vais pouvoir avoir un certain nombre de perches que derrière, je vais pouvoir tirer et approfondir. Donc tu commences par quelque chose d'un peu large, en fait. Tu vas pas tout de suite, De OK. de volontairement très, très large, Mmh. pour pouvoir rebondir derrière. OK. On le D'accord. verra, mais sur l'étude de marché en particulier, mais dans tous les types d'utilisation de ChatGPT, il faut s'armer de patience, parce que la clé réside vraiment dans les itérations. On C'est va marrant que tu énormément dises ça parce qu'on aurait moi, pour suivre pas mal de formations, parfois, tu as l'impression que justement, tu vas essayer de faire ton prompt le plus détaillé possible pour arriver pile sur ta réponse et donc toi, en fait, tu as une conviction qui est un peu différente, qui est de dire qu'au contraire, il faut pas se dire que tu vas faire un prompt pour avoir la bonne réponse, c'est plutôt, se dire que tu as une optique d'échange, en fait. Ouais, complètement. En OK. fait, là, et ça devient un peu méta, quand on travaille dans le conseil, mais en fait, il faut considérer que c'est comme si c'était une équipe de consultants à sa disposition, hem, qui peuvent grosso modo tout faire, mais qui savent pas comment le faire. Et donc c'est à vous vraiment Mmh. d'orienter ça, et donc c'est par l'itération qu'on fait ça. En D'accord, particulier, OK. là, on est quand même sur une phase très, très exploratoire. Ça va être Mmh. différent quand on va solliciter ChatGPT pour des tâches beaucoup plus précises, par exemple dans des phases de delivery, sur des choses sur Mmh. lesquelles on a déjà un peu entraîné, Ouais, ou là, dans ce cas-là, tu es hyper sharp et tu sais exactement ce ouais, que tu attends, alors que là, il faut exactement, se dire que tu es dans une exploration et que tu as pas une réponse, nickel, quoi. OK, donc exactement. ça veut dire que là, du coup, je préviens tout le monde, dans ce webinaire, vous n'aurez pas le prompt qui vous donnera la réponse, pour savoir faire une étude de marché. Ça se passe Non, autrement, c'est une autre c'est ça, mécanique. c'est ça. Mais la structure en tout cas que je vous ai présentée, c'est vraiment un bon point de départ. Ensuite, une deuxième étape, ça va être, comme je le disais, d'itérer. Itérer dans le cadre d'une étude de marché, ce qui va être important, c'est de déterminer en fait quelles sont les dimensions clés pour pouvoir catégoriser les acteurs du marché sur lesquels on veut pouvoir se comparer, et donc déterminer en fait qu'est-ce qui fait qu'un acteur, qu'une solution sur le marché est performante ou pas, ou alors quelles sont les faiblesses qu'on identifie. Et donc là, on va vouloir itérer spécifiquement sur ces préférences clés, justement, et les fonctionnalités associées. Et donc là, on va clairement dire à ChatGPT, bah, là, on va brainstormer ensemble sur quelles sont ces préférences, clés-là. Et donc là, en l'introduisant le fait qu'on veut atterrir sur une représentation visuelle de ce benchmark et de cette étude de marché. Et donc là, on va avoir toute une discussion. On lance en fait vraiment une boucle itérative sur quelles sont les préférences associées à ces outils. Un élément qui est important, c'est que euh, dans tous ces échanges, ChatGPT va apporter un certain nombre de réponses. C'est hyper important de demander aussi les sources de ce qui peut avancer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ChatGPT fait des erreurs. Euh, c'est pas il peut faire des erreurs, c'est il va faire des erreurs. Et donc, c'est hyper important de pouvoir quelque part un peu fact-checker ce qu'il avance, et même vous, de vous construire en fait des connaissances précises sur, par exemple, ces différents acteurs du marché, en allant voir les sites vitrines, en essayant de creuser comme ça pour vous faire aussi votre propre idée. Donc là, je vous encourage à demander à chaque fois à ChatGPT d'avancer, de préciser les sources de ce qu'il avance. Par exemple, dans cette étude de marché précisément, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir toutes les alternatives aujourd'hui à disposition des entreprises pour faire leur évaluation de risque. Quand on a fait le premier prompt, il nous a donné à la fois des solutions SaaS et des solutions qui sont des alternatives qui sont en fait des boîtes de conseil.
Mmh. Heu, donc on n'est vraiment pas sur 2 solutions, similaires. Nous, on a voulu se concentrer sur les SaaS, mais on aurait pu être un peu induit en erreur en se disant: «Ben, ils nous présentent au même niveau des solutions qui sont, des solutions de conseil, des boîtes de conseil, au même niveau de SaaS», alors que c'est quand même pas la même utilisation. Mmh. OK. Il faut Bah, faire un du coup, je peu, reprends juste la question de Joachim dans le chat qui dit que, rien n'empêche de faire ses propres recherches pour challenger ce qu'il nous dit. Bah, c'est exactement ce que dit Lucas, c'est qu'en fait, il exactement, ouais. faut demander les sources et creuser parce qu'en fait, il va dire des choses, mais c'est parce que tu cliques sur les liens, que tu vas voir concrètement ce que c'est sur les sites et cetera, que tu vois que enfin, en l'occurrence, ils ont vu qu'il y avait d'un côté des SaaS, d'un côté des boîtes de conseil, que toi, ça te permet de prendre de la hauteur et de te dire: «Bon, bah, voilà, moi, en fait, j'enlève la partie boîte de conseil parce que c'est pas ça que je veux regarder, quoi». Ouais, tout à fait. Et Heu, pardon, je reprends sur la réponse de Lucie, pour Perplexity, pardon. Moi, mon avis, c'est pas tant, mais je laisserai, Lucas répondre aussi, c'est pas tant qu'il y en a un qui est fiable et pas l'autre, c'est plutôt que de toute façon, ça aide à structurer sa pensée et qu'il faut tirer un peu les ficelles pour se dire, voilà comment je vais préciser du coup ma demande. mmh, ouais, tout à fait. En fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est encore une fois, ChatGPT va vous ouvrir, un champ des possibles, mais c'est à vous, en tant que PM, d'aller, vérifier et d'aller surtout creuser, ce qui est dit. L'avantage de demander directement les sources à ChatGPT, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des recherches en parallèle. Vous pouvez vous appuyer sur ces sources-là, qui elles, pour le coup, vont vous emmener vers des sites, avec des articles, avec, des études, parfois de sources extrêmement fiables, hein, comme Harvard Business Review, les sites directement, les sites vitrines des différents acteurs qui vous présentent. Et donc là, il y a un vrai enjeu. C'est en fait cette recherche-là. Là, on est vraiment à un moment où on va pas chercher à aller plus vite nécessairement, mais on va chercher à être plus exhaustif et Mmh. surtout à ouvrir le champ des possibles sur un marché que vous ne connaissez pas en fait a priori au début, ou sur lequel en tout cas vous avez des connaissances limitées. Donc ça, c'est une partie sur laquelle on va vraiment, pas chercher la productivité ou le gain de temps, à tout prix, mais surtout chercher à approfondir ses connaissances. Un autre élément quand même que je peux souligner, c'est, il y a une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui est sortie récemment qui s'appelle Deep Research, qui est justement concentrée sur le fait d'aller, sur ces recherches exploratoires, en fait. Et donc, de cette spécialisation-là, il fournit des réponses aussi qui sont plus détaillées, un peu plus fiables que, ChatGPT classique sur, typiquement ce genre de tâches, de recherche documentaire, de recherche exploratoire, d'analyse, d'études de marché. Donc je vous encourage à l'utiliser. Alors c'est en bêta pour le moment, je pense pas que ce soit accessible à tous les plans. Il faut peut-être ChatGPT Premium, mais, mais ça peut être une bonne, alternative aussi pour aller plus loin dans vos études. Hem, Ensuite, une troisième étape, ça va vraiment être, de rentrer dans cette partie de scoring. Vous pourriez directement demander à ChatGPT, «OK, bon, bah, maintenant qu'on a défini nos différentes, préférences, les enjeux en fait clés, des acteurs aujourd'hui sur ce marché, et on a déterminé la liste des acteurs, auxquels on voulait s'intéresser. On pourrait demander, de but en blanc à ChatGPT de les scorer, tels quels. L'inconvénient, c'est que vous, en tant que PM, vous allez avoir besoin derrière de comprendre profondément d'où vient ce scoring, tout simplement parce que vous allez avoir besoin de vous l'approprier, rentrer aussi en fait, d'agréger ça avec, ce que vous aurez vu sur le terrain, c'est-à-dire auprès des utilisateurs, ce que vous aurez pu voir, des usages actuels, auprès d'un certain nombre de, contacts que vous pourriez avoir vous sur le marché. En fait, toute cette donnée-là, vous allez, la croiser avec plein d'autres sources. Donc pour rentrer dans cette profondeur, dans cette compréhension de scoring, l'important c'est de passer par une étape où vous allez, demander à ChatGPT non seulement les scorings, mais aussi derrière l'explication, qui va avec, et de Mmh. pouvoir le restituer dans un format qui va être digeste. Donc souvent sous forme de tableau, ou alors même sous une forme encore plus, visuelle, on y viendra après pour, en termes de restitution.
Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette étape-là, on est vraiment dans une étape, je dirais, je ne sais pas si vous avez en tête le double diamant où un peu successivement, dans la sphère de la problématique du besoin et dans la sphère de la solution, on va d'abord commencer par diverger et donc explorer tout ce qui se passe, comprendre le contexte, comprendre le marché, puis converger. En fait, cette étape de divergence, on l'a fait très bien avec ChatGPT, comme je vous montre là. L'étape de convergence où on va chercher à prendre une décision par rapport à différentes sources de données, par rapport à différents critères. Là, il faut absolument que le PM soit celui qui fasse cette convergence avec son équipe sur la base de toutes les sources d'informations qu'il a collectées, dont celle-ci. Une fois qu'on a ça, l'une des dernières étapes, ça va être vraiment mettre en forme ces résultats pour accompagner son storytelling. Dans le cadre d'une étude de marché, nous, ce qu'on fait souvent, c'est le représenter sous forme de spider chart. Donc, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Toutes les dimensions, ce sont les préférences qu'on a identifiées préalablement dans notre étude. Toutes les préférences et les points importants que le produit doit atteindre. Et donc, on peut scorer tous les concurrents, tous les acteurs principaux du marché là-dessus. Pour Ça, derrière. pour le coup, ça doit vous permettre d'accélérer, enfin de gagner énormément de temps, d'utiliser ChatGPT pour la représentation visuelle comme ça. Ouais, alors non seulement ça fait gagner du temps, mais en plus, ça fait faire des visuels qui sont très qualitatifs. C'est-à-dire que C'est clair. souvent, ce qu'on peut reprocher à ChatGPT sur la partie production de visuels, c'est que ça produit des trucs qui sont un peu bizarres, qui correspondent pas exactement à la réalité quand on demande de produire des visuels comme ça. Là, on est dans un contexte où on a littéralement toutes les dimensions qu'on veut représenter et surtout, on est sur une représentation sous forme de graphique. Donc, en fait, c'est quand même beaucoup plus fiable. Ouais, c'est bien fait. Et donc, on peut soit directement passer par ChatGPT, soit utiliser par d'autres outils dans lesquels on va mettre en input tout ce qu'on a collecté avec ChatGPT. Tu as des recos, d'autres outils qu'on peut utiliser? Par exemple, là, on l'a fait avec Flourish, qui est un outil Ok. justement pour sortir des visuels assez quali. Ok. Il y en a plein d'autres qui existent, bien sûr, mais là, en l'occurrence, on l'a fait avec ça. Ok. Et vous avez, chez Théodo, vous avez des licences pour ChatGPT, Flourish et d'autres outils? Ouais. Alors, certains des outils sont pas payants, ou en tout cas en dessous d'un certain volume de production. Ok. Oui, et tu fais peut-être pas des études de marché tous les jours, donc du coup. Ouais. Et en l'occurrence, pour ChatGPT, oui, effectivement, Hmm. on a une version payante. Ok. Ça permet ensuite de faire son mapping de positionnement, qui est aussi l'un des outputs de notre étude de marché, puisque globalement, ce qu'on veut arriver à avoir à la fin, c'est une décision sur est-ce qu'on se lance sur ce nouveau pan du marché qu'on n'adresse pas aujourd'hui, et si oui, sur quelle dimension est-ce qu'on veut se distinguer par rapport aux concurrents, et sur quelle dimension on doit être très bon, parce qu'en fait, en moyenne, les acteurs du marché qui sont nos concurrents sont très bons là-dessus, et donc il faut absolument se situer à ce niveau-là, à ce seuil de performance. Donc ça, c'est parmi les outputs qui vont nous permettre de prendre cette décision de go, no go sur une nouvelle fonctionnalité, sur un nouveau produit. Évidemment, c'est à croiser avec tout ce qu'on va collecter sur l'autre partie de la discovery, notamment la user research, qui est aussi hyper importante pour connaître vraiment les préférences de nos utilisateurs. Je vois une question dans le chat sur que On a une représentent question de Férouz sur les graphiques radar représentent quoi? Ouais. Donc en fait, ils représentent un scoring des concurrents, enfin des différents acteurs du marché sur les dimensions qu'on a déterminées avant comme étant clés pour réussir sur ce marché. Donc, par exemple, je vous donne un exemple dans notre contexte. L'un des enjeux dans l'assurance sur les risques climatiques, ça va être l'exhaustivité des données, des informations qu'on a en entrée. Et un autre élément clé, ça va être la fiabilité des évaluations de risque.
Les 2 sont très liés d'ailleurs, parce que plus on a d'informations, plus on va être capable de fournir des évaluations qui sont fiables. Mais du coup, on a pu scorer, donc ça c'est parmi les dimensions qu'on voit sur le spider chart, on a pu scorer les différentes alternatives grâce à toutes les informations qu'on a collectées sur ces dimensions-là. Ce qui permet aussi derrière, du coup, de se dire, bah, si on observe que 90% de nos concurrents, ils ont peu de diversité de sources de données, par exemple, parce que c'est des données qui sont difficiles à obtenir, et ben, peut-être que le cœur de la solution qu'on va vouloir proposer, c'est une solution où justement on va investir beaucoup dans comment est-ce qu'on peut collecter un maximum d'informations, qui est aujourd'hui la difficulté rencontrée sur ce marché. Ok, très clair. Ces éléments visuels, ils sont hyper importants dans un esprit de restitution pour accompagner son storytelling et convaincre. En fait, dans le job de PM, je dirais que les capacités de négociation, d'embarquer en fait, c'est d'embarquer, de faire choisir, d'embarquer, de montrer son point de vue. tout ça, c'est essentiel. Nous, dans un contexte de conseil, on l'a à la fois vis-à-vis de nos clients directs, mais aussi des utilisateurs derrière. En tant que PM dans une boîte produit, on l'a toujours avec les parties prenantes, les décisionnaires autour de la table, ou nos partenaires aussi. Ça peut être les équipes commerciales, ça peut être les équipes support, qu'on va devoir embarquer aussi dans notre démarche. Les visuels seront hyper clés. Et d'ailleurs, dans notre manière de restituer toute notre étude de marché aux clients, on l'a fait via ces visuels-là. Tout le détail derrière qu'on a pu, toute notre base de données finalement qu'on a pu collecter avec ChatGPT, on l'a pas communiqué. On a vraiment tout restitué via ces 2 visuels-là pour rester en fait sur une lisibilité et quelque chose qui est digeste pour l'interlocuteur. Ok. Donc finalement, une fois qu'on a ça, tout le jus de cerveau que le PM doit mettre pour OK, j'ai tous mes inputs, ça y est, on arrive au moment où faut que je fasse une recommandation avec des scénarios, on peut partir dans cette direction, on peut partir dans telle autre direction. Tout ce jus de cerveau, finalement, le PM peut mettre à profit tous ces inputs pour derrière travailler à ses recommandations, travailler sa communication, peut-être aussi débroussailler aussi un petit peu le terrain en amont avec les parties prenantes pour voir quelles sont les préférences de chacun. Et donc ça, c'est quelque chose que cette étude de marché, elle va à la fois plus loin dans le temps imparti que ce qu'on aurait pu faire juste avec des experts métiers. Mais du coup, elle permet aussi de se concentrer sur cette partie de prise de décision sur laquelle le PM sera jamais remplacé par l'IA, quelque part. Donc, quelques apprentissages que je voulais vous partager. Déjà, autant de ChatGPT sur des tâches vraiment très précises, comme par exemple, je sais pas moi, résumer un article ou ce genre de choses, c'est assez précis. Parfois, il peut manquer de fiabilité sur des éléments comme des chiffres. En revanche, pour explorer des tendances, avoir un ordre d'idée de ce qui se passe, avoir des sources fiables derrière pour continuer à explorer, c'est hyper puissant. Et donc, moi, sur les phases exploratoires comme ça, je l'utilise vraiment systématiquement. Ensuite, il faut, comme je l'ai dit, croiser avec les sources pour être précis et éviter des petites erreurs qui peuvent se glisser par-ci par-là. Ensuite, comme je le disais, il faut s'armer de patience. La clé est dans l'itération. Là, je vous ai montré quelques screenshots. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a plus d'une 50aine d'itérations et que ça se fait sur étalé sur plusieurs jours. C'est évidemment pas un résultat auquel on peut arriver hyper rapidement en quelques minutes. Donc ça, c'est un petit peu, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Marine, on peut se dire que je vais arriver tout de suite à une réponse très précise. Ouais, c'est un autre état d'esprit.
C'est un autre état d'esprit. Il faut vraiment accompagner et orienter dans la direction dans laquelle on veut aller. Ensuite, comme je le disais, le PM va intervenir pour converger. D'abord vers la problématique vers laquelle on veut se tourner et vers la solution aussi vers laquelle on peut se tourner. Ce que ça veut dire aussi, c'est que en fait, pour faire cette étude de marché avec ChatGPT, moi, il faut déjà qu'en tant que PM, je sache faire une étude de marché tout seul. Parce que l'enjeu, quand tout d'un coup, on se retrouve avec une équipe de consultants avec soi, c'est qu'il faut pouvoir les orienter. Il faut pouvoir déterminer à quoi ressemble une bonne étude de marché, une étude de marché, je dirais, de qualité, pour pouvoir orienter, pour pouvoir décider quand on arrête une phase exploratoire et quand on se lance dans une discussion. Et donc, en fait, là où je voulais mettre aussi, le message que je voulais apporter aussi, c'est que il est hyper important de continuer à investir énormément dans sa formation en tant que PM sur la technicité métier que requiert le rôle. Donc là, on parle d'études de marché, mais ça peut être sur tout type de compétences. Parce que le faire avec ChatGPT, ça veut dire en fait être capable de le faire aussi sans. Ok. Oui, donc en fait, c'est comme tout, ça veut dire comprendre le concept et l'utiliser comme un assistant ou comme ce que tu disais, une armée de consultants qui vont t'aider. Mais toi, il faut que tu gardes de la hauteur, il faut que tu saches comment faire et il faut que tu gardes ton esprit critique pour pouvoir avoir un résultat qui soit satisfaisant. Exactement. Et alors après, si on ne sait pas comment faire une étude de marché, au tout début, on peut aussi utiliser ChatGPT. Oui, pour t'apprendre, mais du coup, tu sais que c'est ça que tu vas demander, quoi. Mais c'est ça que tu vas demander. Et donc, c'est typiquement des prompts du style tu es product manager expérimenté, avec un goût prononcé pour la pédagogie, etc. Parle-moi comme si j'étais, je sais pas moi, un étudiant ou en tout cas un PM débutant sur le métier. J'ai telle formation, donc je peux comprendre tels enjeux. Et explique-moi qu'est-ce qu'il est important de comprendre avec des sources. Pareil, c'est important ensuite de pouvoir aller voir des sources de formation qui sont fiables, des articles sur le sujet, pour aussi se construire sa propre conviction. Ok. Il y a une question d'Ariane dans le chat et après, je vais vous demander du coup si vous avez des questions, de bien commencer à les écrire parce qu'il nous reste plus énormément de temps. La question, c'est est-ce que tu as déjà mis en place des GPT pour faire tes recherches ou en fait, utiliser des GPT, ça serait un peu faire quelque chose de scalable et toi, tu te dis plutôt que tu fais du custom pour vraiment échanger? Ouais. Effectivement, bon là j'ai montré plutôt un exemple où on part un peu d'une feuille blanche. Et pour quelque chose que vous feriez vous quasi quotidiennement ou en tout cas très souvent dans votre métier, vous pourrez effectivement commencer à créer, à entraîner un GPT spécialement pour faire des études de marché. Et donc là, vous pouvez lui donner en input soit en fait des méthodologies, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire directement utilise telle méthodologie pour faire telle action. Et là, il va chercher sur Internet, lui, ce que c'est cette méthodologie et il va pouvoir l'utiliser derrière. Un deuxième élément, c'est qu'effectivement, vous pouvez le nourrir avec des PDF, des documents pour lui donner du contexte, par exemple, sur votre entreprise, sur ce qui existe déjà et qui vont être du coup des informations qui vont être plus précises que ce qu'il peut trouver sur Internet. Il sera en fait d'autant plus fiable, d'autant plus précis ensuite dans ses réponses. Donc ça marche effectivement plutôt bien. Moi, je trouve que ça marche vraiment très très bien sur des actions assez simples. Et sur des phases exploratoires, vu qu'il y a de toute façon beaucoup d'itérations, des prompts initiaux du style tu es un product manager expérimenté et tu utilises telle méthode et tu connais ça, ça marche aussi très très bien. Donc juste pour finir rapidement là-dessus, mais du coup le rôle du PM, il est alors spoiler alert, on aura toujours des PM, l'IA va pas remplacer les PM, c'est juste que leur rôle va évoluer. En fait déjà, comme je disais, on passe un peu d'un rôle de doueur sur ces parties-là à un rôle de superviseur, et derrière on va pouvoir se concentrer sur faire un produit qui apporte de la valeur business et utilisateur. Donc là,
en fait, la connaissance aussi de son entreprise et de son business model et de sa stratégie, c'est des choses qui vous sont propres, que vous pouvez aussi nourrir à ChatGPT pour apporter de la fiabilité, mais qui, vous aussi, sont hyper importantes, qui est cohérent pour vos utilisateurs et qui transmet des émotions. Je ne sais pas si ça va faire écho pour certains, mais un peu la notion de delight dans le produit, ça c'est quelque chose qui est difficile à reproduire aussi pour une IA. Et donc là-dedans, c'est hyper important de continuer à apporter votre patte. Donc tout ça, c'est vraiment sur comment, là on s'est concentré sur la tâche de je fais une étude de marché. On parle de comment faire mieux ce qu'on fait déjà en tant que PM. La question qui sera intéressante demain, c'est en fait comment l'IA fait évoluer nos pratiques dans son ensemble, en tant que product manager, mais sur notre flux de vie, du produit de manière plus générale. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une question qui est vraiment en cours d'exploration par tout le monde. Mais je pense que ce sera la grande question. Bah, il y a déjà plein de trucs qu'on teste tout le temps et qui vont bouger parce qu'il y a des nouveaux outils qui se créent. Mais moi, j'aime bien justement, et je pense que pour moi, c'est le point fort de ce que tu as raconté, c'est se dire que tu n'es pas en train d'essayer. En fait, une phase d'exploration, ça prend forcément du temps. Il ne faut pas essayer de se dire que tu vas avoir la bonne réponse. Il faut se dire que tu vas réussir à avoir une exhaustivité et une qualité de réponse et d'études, du coup, qui va être très, très bonne. Parce que plus facile. Ouais. Mais en effet, faut pas se dire que, surtout dans ton cas, parce qu'en fait, tu fais du B2B, donc un client, un nouveau client dans lequel tu te plonges, c'est pas toutes les semaines. Donc tu as pas envie de faire un truc automatisé, en fait. Tu as envie Ouais. tu vas prendre ce temps-là, faire des itérations, et faire travailler ton esprit critique, mais avec une qualité de données qui va être hyper forte, quoi. Exactement. Et après, là où tu gagnes du temps, en revanche, et où tu améliores même la valeur, c'est sur la visibilité que tu vas donner à ton client. Parce que tu vas pouvoir faire des images qui vont embarquer, parce que ça va être parlant et que tu vas pouvoir montrer peut-être plus de complexité encore, parce que visuellement, tu arrives à montrer la complexité, alors qu'avant, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Exactement. Ok. Ensuite, je vois une question sur est-ce que vous avez déjà utilisé GPT pour faire du design thinking et explorer des Ouais. nouveaux axes de produits? Ouais, complètement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui se développent pour, par exemple, faire des prototypes en partant de prompts assez rapides. Je pense à Figma qui est de plus en plus fort sur l'IA, mais il y a aussi Cursor, V0, Lovable, etc. qui sont très très utiles. Et donc là, en tant que PM, je vous encourage aussi à travailler de concert avec votre product designer pour, en fait, ça va vachement accélérer les itérations sur justement les nouveaux axes produits de manière très visuelle, en fait. Et pareil, l'avantage aussi d'avoir ce genre de visuel-là, c'est que vous allez pouvoir embarquer votre auditoire, les décisionnaires, très rapidement là-dessus, avec quelque chose qui est qualitatif, mais sans y passer non plus, sans gaspiller trop de temps sur cette partie-là. Je prends encore une dernière question et après on va devoir arrêter. La question de Jean-Jacques. En termes de confidentialité des projets, comment cela se passe sur les phases de delivery? Alors, effectivement, il y a une question sur bon, faire attention à la confidentialité. La première chose qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est une option que vous pourrez activer ou désactiver, le fait que ChatGPT utilise vos données, vos prompts, etc., ce que vous lui mettez en input pour entraîner ces modèles. C'est quelque chose que vous pouvez désactiver quand vous êtes sur un ChatGPT Premium. Malgré tout, la donnée, elle reste quelque part sur des serveurs. Donc, il faut effectivement faire attention, même si elle n'est pas utilisée pour entraîner les modèles. Il faut quand même faire attention un peu à ce qu'on fait là-dessus. On peut ensuite créer des instances complètement séparées du reste. Et là, pour le coup, il peut y avoir des enjeux de performance, mais l'avantage, c'est que vous êtes vraiment sur des instances privées
de ChatGPT. Donc là-dessus, effectivement, ça reste un enjeu et voilà, on peut aller très très loin dans le fait d'avoir des instances privées quand il y a des cas de confidentialité importants. Sinon, c'est à vous de doser un petit peu ce que vous lui mettez en input pour à la fois avoir des réponses qui sont assez fiables et en même temps pas donner trop d'infos. Et pas intégrer des tonnes de PDF de la boîte qui sont classés confidentiels, quoi. Vaut mieux pas. Ok. Eh ben, Lucas, merci beaucoup. C'était hyper intéressant de savoir ta pratique et de sortir un peu de... Moi, quand je parle, je vois des formations, quand je suis sur X ou sur LinkedIn, j'ai l'impression qu'il y a des solutions programmées, automatisées pour tout. Et en fait, je trouve ça riche de savoir que finalement, une phase d'exploration, c'est pas ça. C'est pas t'appuies sur un bouton et tu as la solution, parce que sinon, c'est plus d'exploration. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter Lucas, et là je te laisse compléter, par LinkedIn, email. Ouais, sur LinkedIn, pas de problème. Ok, donc sur LinkedIn, vous pouvez contacter Lucas. Vous pouvez me contacter également sur LinkedIn. Vous pouvez poser des questions à Camille. Je vous ai mis le lien direct de son agenda. Je vous le remets. Si vous avez des questions sur notre formation, je vous, pareil, repose la question en sondage. Si vous êtes intéressé par vous former, répondez à ce sondage. Comme ça, on vous envoie la brochure sur notre programme Product for IA, qui commence 24, 25, 26 juin. Et il y en aura sûrement un autre au deuxième semestre. Donc, de toute façon, dites-nous si vous êtes intéressé. Comme ça, on vous donne plus d'infos. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, c'est tout. J'ai été ravie d'être avec vous. N'hésitez pas à nous recontacter pour poser des questions. Et oui, s'il y avait Laetitia qui a dit qu'elle était intéressée par avoir d'autres cas d'usage, d'autres use cases, nous, c'est vraiment... de toute façon, on est tous en train de découvrir. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on essaye de vous partager lors des Maestrix, en particulier, à chaque fois des nouveaux cas d'usage. Donc là, cette semaine, c'était Lucas. Avec Lucas, on a déjà discuté d'une collègue à lui qui pourrait être intéressée pour nous montrer un autre cas. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à suivre les meet-up qu'on organise, qui sont gratuits. C'est sur notre page Meetup, mais c'est les Maestrix. Et comme ça va vous permettre de voir à chaque fois des nouveaux cas parce que, en fait, il y a tellement de choses qui se font tout le temps, des nouveautés, que c'est intéressant de voir concrètement comment on les utilise et comment c'est fait. Et c'est top de travailler avec Théodo et avec Lucas parce que du coup, vous voyez plein de choses. Donc, ça, c'est chouette. Plein de cas de figure. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Lucas. Et je vous souhaite une très bonne après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.